On est en décembre et aujourd'hui sur Glood, je vais vous présenter une petite histoire. Ouvrez bien vos oreilles, fermez les fenêtres et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui ne donne jamais son prénom. Mais elle raconte que dans sa famille, chaque année, elle invitait un inconnu à Noël. Pour eux, c'était un geste de générosité, une assiette de plus, une chaise de plus à la table. Et la seule règle, une règle posée par sa mère, c'était que ça devait toujours être quelqu'un de seul. Pendant 10 ans, elle a cru que sa famille n'attendait rien en retour, que c'était seulement de la bonté, une générosité de Noël, puis elle a compris, un peu trop tard, mais elle a compris ce que signifiait vraiment inviter quelqu'un à dîner. Parce que vous allez déjà voir l'invité de cette année, et qu'au même moment où elle le découvrait, elle comprit quelque chose de pire, l'invité ce serait peut-être elle. Elle décrit chez eux comme une carte postale un peu trop parfaite. Des sapins beaucoup trop grands, des décorations de partout, et surtout, les odeurs. La dinde, les biscuits, la cannelle. Cette année-là, il y a ses grands-parents, sa grand-mère Nana Rose et son frère Michael, et l'invité. Elle explique que cette tradition viendrait de la Grande Dépression, personne ne devrait être seul à Noël, et elle y croyait. Et mieux, elle en était fière. Elle se rappelle de ceux qui sont passés avant. Il y avait Arthur, le bibliothécaire avec ses doigts qui sentaient la menthe et le vieux papier, Sarah, une étudiante étrangère et ce rire qui remplissait la maison. Elle dit que pour elle, c'était des journées parfaites. Et elle pensait que sa petite famille offrait aux autres une fin de décembre moins froide. Et puis il y a son père. Elle appelait ça avoir son don, comme elle dit, sa manière de trouver ce dont personne ne remarquerait l'absence. À l'époque, elle trouvait ça bien, presque noble, alors qu'aujourd'hui elle se dit que phrase, elle était terrible. En grandissant, tout ce qu'elle pensait connaître s'est effondré. Pas d'un seul coup, mais détail après détail. D'abord, il y a le secret. Elle raconte que seul son père pouvait choisir l'invité, et qu'il répétait sans cesse la même consigne, toi et Michael, vous n'avez pas le droit de les aider. Il ajoutait seulement que quelqu'un avait besoin de magie de Noël, toujours cette phrase, en boucle. Ensuite, il y a les portes. La veille, il fermait tout. Portes, fenêtres, avec un vieux trousseau de clés à part. Le père disait que c'était pour éviter les courants d'air, mais elle comprend plus tard que ce n'était pas le cas. Et il y a les couteaux. Les couteaux du père, en acier allemand, manche en bois sombre, elle le voyait les affûter pendant des heures jusqu'à ce que les lames deviennent trop aiguisées. Et ce son, le métal qui frotte, qui s'aiguise, elle dit qu'il est resté coincé dans sa tête, elle l'associe encore à ces Noëls sombres. Puis vient le dernier détail, celui qui ouvre un trou dans son monde. Elle a 17 ans, l'année où son frère Michael n'est jamais rentré. Elle dit qu'elle a senti un vide et qu'elle a décidé pour la première fois de regarder à travers ce vide. Cette année-là, l'invité s'appelle Elias. Un jeune homme, fin de la vingtaine, le père le présente comme un voyageur clandestin. Et elle dit que ça se lit sur lui. Les yeux fatigués et un petit sourire timide. Quelque chose de solide. Quelqu'un de solide. Un survivant. Elias raconte l'Arizona, le Kansas, les wagons à bestiaux, les aubes dans le désert. Et il s'attache à lui, vraiment. Puis vient le vin chaud. Elle raconte que sa mère insiste, trop. Parle de recettes de famille, il ne faut pas rater ça, juste une gorgée. Et autour de la table, il y a un micro-silence. Elias décline, il ne boit pas d'alcool. Il refuse encore et encore. Et là, le père intervient, presque trop calme. Il dit que s'il n'en veut pas, il n'est pas obligé. Et c'est à ce moment-là, dit-elle, qu'elle voit dans les yeux de sa mère quelque chose d'inédit. Pas de la déception, mais de la frustration. Comme si elle venait de rater son tour de magie. Le lendemain, la tension est partout. Elias garde son sac près de lui, son regard scanne la maison comme s'il cherchait une issue. Nana Rose, elle, tricote. Comme d'habitude, réglée comme une horloge. Elle se retrouve seule avec Nana Rose. Et dans son souvenir, elle s'entend dire, pour se rassurer, c'est un gentil garçon. Mais Nana Rose, qui lève les yeux, lui dit, oui, mais il est méfiant, pas comme les autres. Elle répète que ces mots lui ont fait l'effet d'un rituel. Réceptivité, ouverture, comme si l'invité devait se laisser faire. Sans réfléchir, elle demande alors « Qu'est-ce qu'il y a dans le vin chaud, Nana ?» Et elle répondit qu'il y avait un petit quelque chose pour aider les invités à se détendre. C'est mieux s'ils sont calmes, qu'elle dit. Un sédatif. Dans son récit, c'est là que tout s'aligne. Les serrures et les couteaux, et dans cette phrase, ce dont personne ne remarquerait l'absence. Mais elle se dit qu'elle n'a pas de preuves, alors elle descend la chercher. Au fond du couloir, il y a une porte, la cave, toujours fermée à clé, et une clé de secours, cachée derrière une plaque dans la cuisine. Elle dit que ses mains tremblaient, que la clé était froide, trop lourde, comme un secret. Et en bas, l'odeur la frappe. Humide, métallique, l'odeur d'une boucherie. Ce n'est pas une cave, c'est un abattoir. Béton, rigole au sol, croché au mur. Et sur une table, des outils. Le congélateur bourdonne comme un animal endormi.
Elle soulève le couvercle. À l'intérieur, des papiers, paquets, étiquettes, dates et un nom. Arthur, 25 décembre, il y a 10 ans. Arthur, le bibliothécaire. Dans son témoignage, elle comprend alors que les invités n'étaient pas des invités, ils étaient des ingrédients. Elle remonte, elle verrouille la porte, elle tremble dans sa chambre, et en bas, la musique de Noël continue, comme une blague cruelle. Puis on frappe à sa porte. Chérie, le dîner est presque prêt. À ce moment-là, elle ne répond pas. Puis le cliquetis des clés. La mère entre, et quand elle voit son visage, elle comprend tout de suite. Son sourire s'éteint comme une bougie qu'on pince. Tu es descendu à la cave. Dans le témoignage, elle dit qu'elle n'a même plus de mots, juste des larmes. J'espérais qu'on aurait plus de temps. Michael l'a su à 19 ans. Elle demande, me dire quoi? Elle dit les mots qu'elle n'aurait jamais voulu prononcer. Meurtre, cannibalisme. Ce n'est pas si simple, c'est une nécessité, une question de survie. Et la mère raconte un pacte ancien. Prospérité, santé, longévité. En échange, une fois par an, un étranger. La mère dit qu'elle n'y prend aucun plaisir et que s'ils arrêtent, la protection disparaît, la famille dépérit. Le vin les endort et ton père est très rapide. Le son traverse le plancher, le même que chaque Noël. Sauf que cette fois, elle sait ce qu'il annonce. Elias dort. Nana Rose apporte le rôti, on t'attend. La mère sort en laissant la porte ouverte, comme une invitation ou comme une menace. Pour finir, elle laisse un dernier fragment, comme une note, comme une confession. Elle est assise sur son lit et elle écrit. Elle peut descendre et prendre sa place, participer, survivre, prendre quelque chose qu'elle ne récupérera jamais. Ou elle peut refuser, mais les portes sont verrouillées, les fenêtres scellées, et Elias n'a pas bu. Elle n'a pas entendu un bruit depuis des heures. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'ils font quand l'invité refuse de coopérer. Elle pense à la chaise vide en bas, au rôti spécial, à cette tradition qui n'accueille pas un invité, elle accueille un sacrifice. Cette année-là, elle est devenue la nouvelle venue, dans la vérité, et elle doit décider si elle sera une invitée à ce festin ou si sa famille trouvera un autre moyen de l'inviter à dîner. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.